Bonjour et bienvenue sur la chaîne des étudiants kinés de l'école Lamus. Savez-vous quel est le point commun entre Clémentine Sélarié, Jean-Yves Lafesse, Guy Laporte, Lou Gehrig ou encore Stephen Hawking? Nous allons découvrir ensemble la pathologie qui les unit, à savoir la sclérose latérale amyotrophique, encore appelée maladie de Charcot. La SLA affecte aujourd'hui 5 à 7 000 patients en France, avec 2,5 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an. 150 000 personnes vivent avec cette maladie dans le monde et elle est responsable de 1200 décès par an. La SLA débute en moyenne à l'âge de 55-60 ans avec une très faible prépondérance masculine. 10 à 20% des formes sont familiales et donc d'origine génétique et les 80% restants sont de cause inconnue. Afin d'en savoir plus quant à la physiopathologie de cette maladie, allons rendre visite à un médecin spécialiste en neurologie. Bonjour Laurent. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la maladie de Charcot? Bonjour Mélanie. La SLA, c'est une maladie neurodégénérative grave et qui provoque une paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire. C'est-à-dire que les neurones impliqués dans la commande de nos muscles se détruisent progressivement et c'est un processus qu'on ne sait pas arrêter à l'heure actuelle. On distingue deux types de cellules nerveuses. Les neurones moteurs centraux qui sont situés dans notre cerveau, activés sur commande et qui vont transmettre l'ordre jusqu'à la moelle épinière. Et les neurones moteurs périphériques qui relayent la commande motrice jusqu'aux muscles par l'intermédiaire des nerfs. Donc en fonction du niveau de l'atteinte, on retrouve deux formes de SLA. Une forme bulbaire, où ce sont les neurones moteurs centraux qui dégénèrent en premier, dont les premières manifestations se font au niveau de la phonation et de la déglutition. Et une forme à début spinal, où ce sont les neurones moteurs périphériques qui sont lésés en premier et qui se traduit par une faiblesse musculaire et des troubles de la coordination au niveau des membres. Dans tous les cas, la maladie évolue, de plus en plus de neurones meurent et on observe une aggravation progressive de la paralysie. À un stade avancé, les muscles respiratoires sont atteints. Ils n'assurent plus correctement la respiration, ce qui provoque très souvent le décès 2 à 3 ans après le diagnostic. Mais il faut bien comprendre que c'est uniquement les neurones moteurs qui sont touchés. Donc le patient ne perd pas ses capacités intellectuelles et il est toujours capable de comprendre ce qu'on lui dit et d'exprimer sa volonté. Mais alors, comment pouvons-nous la diagnostiquer? Alors, le diagnostic se fait par élimination. Il est essentiellement clinique grâce à l'observation des signes et symptômes du patient. Il sera confirmé par un électroneuromyogramme. C'est avec un appareil qui a des petites aiguilles que l'on pique dans nos muscles afin de déterminer si nos nerfs fonctionnent bien ou non. Dans le cas d'une personne qui a la SLA, on y verra une atteinte du neurone moteur périphérique et on pourra déterminer le stade de la maladie. Merci Laurent. Maintenant, nous allons aller voir Pauline, qui est kiné spécialisée en neurologie et qui va nous présenter les différents symptômes de cette maladie. Bonjour Mélanie. Alors, concernant les symptômes, on retrouve principalement de la raideur musculaire involontaire, appelée spasticité, des douleurs qui peuvent être liées à l'immobilisation prolongée, à des lésions des nerfs ou encore à de la spasticité. On retrouve aussi une paralysie progressive des membres. On retrouve des difficultés à parler ou à articuler, appelées dysarthrie, mais aussi des difficultés à avaler, appelées dysphagie. On retrouve des difficultés aussi à respirer, qui représentent les troubles respiratoires restrictifs, mais aussi d'autres troubles qui peuvent être liés à l'immobilisation prolongée en position allongée. Mais concrètement, que fais-tu pour aider ces patients? Alors moi ici, je prends soin des patients SLA, mais parfois je dois me déplacer à domicile chez eux lorsque le déplacement n'est plus envisageable pour eux parce que la maladie a trop progressé. Mais à un stade précoce de la maladie, on les encourage à avoir une activité physique modérée. Mais quand le patient a des difficultés à réaliser les mouvements par lui-même, là, nous, on prend le relais. Donc, on va le mobiliser, on mobilise ses membres, on peut masser, étirer, stimuler ses muscles pour essayer de freiner au maximum la progression de la maladie. D'accord. Tu as parlé de problèmes respiratoires juste avant. Que peux-tu leur proposer pour ça? Alors, donc avec les patients, on pourra faire des exercices pour la respiration, pour les aider à évacuer les sécrétions, à tousser, à utiliser au maximum leurs poumons et leurs muscles respiratoires. Mais lorsque le patient a trop de difficultés pour respirer par lui-même, il pourra alors utiliser un appareil avec une trachéotomie qui est le placement d'un petit embout au niveau de la gorge pour laisser passer l'air. On pourra évidemment l'aider à installer et à régler cette machine de ventilation mécanique, mais l'inconvénient majeur de cette machine, c'est qu'elle ne permet plus la communication orale. Il est important de rappeler que les patients utilisent différents outils et appareillages au quotidien pour améliorer leur qualité de vie, tels que des appareils à la respiration dont on vient de parler, des orthèses, des cannes, des lèvres-malades, des fauteuils roulants pour se déplacer, des aides à la communication lorsqu'ils ne peuvent plus parler, tels que des tableaux de désignation ou des synthèses vocales qui sont des appareils de communication aboutis de haute technologie,
avec des écrans tactiles et une commande oculaire. Enfin, nous allons voir Paul, infirmier spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de SLA. Il va nous présenter les différents traitements possibles pour ces patients. Personnellement, j'interviens dans la prise en charge du patient, tout comme une multitude de professionnels de santé, comme les médecins, les kinés, les orthophonistes ou encore les psychologues. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de prise en charge multidisciplinaire. Dès l'annonce de la maladie, le patient prendra un médicament qu'on appelle le Riluzole pour retarder l'évolution. Afin de maintenir l'autonomie du patient le plus longtemps possible, il aura des séances de rééducation régulières avec plusieurs professionnels de santé. L'annonce de la maladie pouvant être parfois rude pour le patient et pour l'entourage, un suivi psychologique est nécessaire, surtout pour aborder la fin de vie. Mais justement, comment se passe la fin de vie de ces patients? Le patient et sa famille peuvent anticiper les décisions de fin de vie, c'est-à-dire donner des directives anticipées et désigner une personne de confiance. Dans les directives anticipées, le patient rédige ses volontés quant aux soins médicaux qu'il veut ou ne veut pas recevoir, dans lequel il serait devenu inconscient ou s'il se retrouve dans l'incapacité d'exprimer ses volontés. C'est là que j'interviens, puisqu'une rencontre avec une équipe de soins palliatifs et d'accompagnement peut être proposée aux malades afin de les aider à prendre une décision quant à la possibilité de recevoir des soins palliatifs ou de sédation. Merci Paul pour toutes ces informations. Il existe des associations auxquelles vous pouvez adhérer pour aider les patients atteints de la SLA et leurs aidants, mais vous pouvez aussi faire un don pour la recherche concernant cette pathologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Je lance la caméra, tu peux clapper. Savez-vous quel est le point commun entre J'ai dit Célestine. Célestine. La SLA, c'est une maladie neurodégénérative grave. La SLA, c'est une maladie neurodégénérative grave. Et tu parles trop grave, trop loin. Alors moi, j'interviens dans la prise en charge du patient, puisqu'il y a une multitude de professionnels de santé, les médecins, les orthophonistes ou encore les psychologues. Et c'est pour ça que... T'as un micro? Non, j'ai pas de micro.